eu plaisir de recevoir sur antenne Romain Lecourt Grand Maison, expert en sécurité de Initiative Globale contre la criminalité transnationale organisée. Monsieur Grand Maison, bonjour, un plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci aussi de votre disponibilité. Hier, les États-Unis et le Panama ont fait circuler un projet de résolution et dans laquelle ils espèrent transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force de répression et des gangs. Et cela arrive dans un contexte où la mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas pu parvenir à rétablir la sécurité en Haïti. Et est-ce que vous avez lu le projet de résolution? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à son contenu et en comparant la lettre que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait publiée en février dernier pour doter Haïti d'un bureau onusien et de support logistique et financier à la mission multinationale d'appui à la sécurité? Tout à fait, merci. Alors, je crois que sur le papier, vous l'avez dit, la proposition est intéressante et pertinente, notamment parce qu'elle reprend une partie des recommandations du secrétaire général dans sa lettre de février. Je crois qu'il est essentiel de mettre en place un bureau opérationnel et politique capable de répondre à la crise haïtienne aujourd'hui. Et il faut saluer ce regain d'activité multilatérale qui est en train de se faire et qui est absolument positif. En même temps, la résolution qui est proposée marque un revirement politique assez surprenant, puisque 6 mois après la publication de la lettre du secrétaire général des Nations Unies, à un moment où les États-Unis se retirent de un certain nombre d'activités internationales, multilatérales, onusiennes et humanitaires, on constate soudainement une volonté de revenir à un mécanisme multilatéral, notamment dans les opérations de paix. Il faudra voir comment le plan s'articule avec la proposition du secrétaire général, mais aussi la proposition de la feuille de route de l'OEA, qui a été diffusée il y a quelques jours, les travaux menés par la CARICOM, et l'impact, bien sûr, que cela aura sur le calendrier de la transition politique haïtienne, en particulier le calendrier post-7 février 2026, qui n'existe toujours pas. Ça va être intéressant de suivre cette évolution. Maintenant, j'ai commencé à lire le projet de résolution et il y a des questions qui demeurent et non répondues. Par exemple, comment cette force sera financée est-ce que cette mission sera confrontée au même défi que confronte actuellement la MMAS? Comment on va recevoir les contributions en termes de matériel, en termes de troupes? Est-ce que vous avez également ces mêmes préoccupations, Monsieur Gamaison? Tout à fait, vous avez raison de mentionner la question du financement et de mettre en parallèle ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui se passait il y a 1 an, il y a 2 ans avec la masse. Supposons que la résolution soit adoptée, ce qui est aussi loin d'être certain. On va voir comment vont répondre et se comporter notamment la Russie et la Chine, bien sûr. Il faudra voir du coup comment on va mettre en place un nouveau mandat opérationnel, un véritable mandat opérationnel, ce qui a toujours manqué à la MSS kenyane. Et surtout, comme vous l'avez dit, qui va vraiment financer la mission, compte tenu à la fois de la crise financière à laquelle est confrontée l'ONU, mais aussi à la frilosité des partenaires internationaux de s'engager depuis 2 ans sur la crise haïtienne. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Qui voudra fournir un soutien financier, technique, humain? Qu'est-ce qui va se passer avec le Kenya? Qu'est-ce qui va se passer avec la MSS? Qui va contribuer? Pour combien de temps? Etc., etc. Pour le moment, on a un texte qui va déclencher des discussions. On espère que ces discussions vont aboutir, qu'il va se passer vraiment quelque chose. Malheureusement, ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, c'est que les discussions au sein du Conseil de sécurité prennent à la fois énormément de temps, qu'elles ont du mal à aboutir. On se souvient qu'à l'hiver dernier, en octobre et en novembre, il y avait déjà des discussions au sein du Conseil de sécurité sur la transformation de la MSS. On est 10 mois plus tard. Il n'y a pas eu d'avancée de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on a un nouveau texte qui soulève, comme vous l'avez dit, les mêmes interrogations sans qu'on ait pour le moment de réponse. Ça va être le gros défi du mois de septembre, je crois, d'apporter des réponses.
Est-ce que le fait que cette mission sera indépendante de la police nationale d'Haïti, le fait qu'elle va pouvoir mener des opérations indépendamment de la police, est-ce que ça peut faire un changement sur le terrain? C'est une très très grande question qui est posée par le texte aujourd'hui. Je pense que pour répondre à votre interrogation, on peut légitimement être inquiet du peu de mécanismes de coordination qui sont mentionnés dans le texte de la résolution entre cette nouvelle force qui serait déployée en Haïti, la police haïtienne, et j'ai envie d'aller même plus loin avec les autorités haïtiennes et le gouvernement en général. Déployer aujourd'hui une force en Haïti qui pourrait opérer de façon autonome vis-à-vis de la PNH, pourquoi pas? Sur le terrain, pourquoi pas? Peut-être que ça peut servir. Mais penser qu'on va pouvoir reconstruire et restabiliser et refonder la sécurité en Haïti sans passer par la reconstruction et la refondation de la police nationale, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur dans la mesure où l'institution policière haïtienne doit être prise en compte, doit être soutenue, doit être reconstruite pour que l'avenir de la sécurité en Haïti ne passe pas par une intervention internationale, quelle qu'elle soit, mais passe par le redéveloppement et la reconstruction de la police nationale haïtienne. Si la coordination n'est pas assurée sur le plan institutionnel et politique, autant que sur le plan opérationnel, on peut se demander quelle est la viabilité sur le moyen long terme de cette politique, notamment dans la situation de crise absolument terrible dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, et le fait que la main soit toujours du côté des gangs et des groupes criminels et non pas du côté des forces de sécurité. Mais en même temps, la résolution qui avait autorisé le déploiement de la mission multinationale dirigée par le Kenya avait prévu une collaboration entre la police nationale d'Haïti et la dite mission, mais pour les résultats que l'on connaît, et ça aussi, ça te fait qu'il faut souligner, M. Grandmaison. Tout à fait. Il faut le souligner dans la mesure où la coordination, le dialogue, la coopération entre les Kenyans et les autorités haïtiennes ou la police haïtienne, ou les autorités haïtiennes, la police haïtienne et cette nouvelle potentielle force, il suffit pas de l'écrire dans une résolution pour qu'elle fonctionne, la coordination. Il faut la mettre en place, il faut créer un vrai mécanisme de dialogue, il faut créer de la confiance entre les hommes et entre les institutions, il faut créer une habitude de travailler ensemble, il faut créer un plan de travail commun, il faut créer et dessiner des objectifs communs. Tout ça, avec la MSS, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, si l'idée c'est de mettre un terme à la coopération et à la coordination en pensant que ça va mieux fonctionner à travers un mécanisme d'autonomie, je pense pas que ce soit la solution non plus. Je crois qu'il faut faire un effort de mettre tous les acteurs autour de la même table, de dessiner des objectifs communs et de réussir à faire travailler ensemble les autorités haïtiennes, la police haïtienne et la potentielle force internationale, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Maintenant, tout à l'heure, vous avez émis des interrogations sur l'avenir de l'actuelle mission, d'autant qu'on sait que le mandat de la mission kenyane doit se terminer d'ici le 30 septembre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de vide sur le terrain si le mandat de la mission kenyane n'est pas renouvelé et que cette résolution n'est pas encore autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il existe un risque, effectivement, qu'on se retrouve avec un vide. Il existe aussi un risque que la mission kenyane soit renouvelée, simplement pour gagner du temps et éviter ce vide, sans pour autant qu'on avance vers une autre solution, et on se retrouverait finalement dans la prolongation de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce d'impasse stratégique et opérationnelle qui ne ferait que s'accentuer dans la mesure où le temps passera. Je pense aussi qu'il faut avoir en tête que le calendrier auquel on fait face aujourd'hui et qui commence là à partir du mois de septembre, ce sont les derniers mois de la transition politique en Haïti. Ce sont les derniers mois du CPT. Il y a évidemment l'échéance de novembre et des élections dont on peut imaginer qu'elles ne se tiendront pas, vu que pour le moment il n'y a rien d'organisé pour cela, et que ces derniers mois de la transition politique vont venir avec une instabilité politique et institutionnelle forte en Haïti. Si on ne trouve pas une réponse multilatérale à la sécurité en parallèle de ce calendrier institutionnel haïtien, on peut imaginer qu'on continue d'aller
plus gravement dans le statu quo et dans l'aggravation de la crise haïtienne, sans pour autant qu'on trouve une réponse à lui apporter. Maintenant, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe là en Haïti en ce moment avec les déclarations quotidiennes de Jimmy Cherizier du Barbecue qui invite la population à regagner les quartiers d'où ils étaient chassés par des membres de la coalition criminelle et Vivre Ensemble. Et certains observent ce changement soudain de comportement de Jimmy Cherizier et on l'interprète avec deux hypothèses. Certains pensent que M. Cherizier il est en train de chercher des boucliers humains de la perspective d'intervention de la task force et de la perspective de déploiement d'une nouvelle mission multinationale. Et d'autres pensent que M. Cherizier il est en train de se poser en interlocuteur, en apôtre de la paix, et ce qui va lui conférer une certaine force sur l'échiquier. Et si vous avez suivi ces derniers développements, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je pense que les deux hypothèses sont probablement valables et qu'elles ne sont pas mutuellement exclusives. Je pense qu'il y a une forme de démagogie aussi dans le fait d'inviter la population à revenir dans des territoires dont on sait très bien qu'ils sont en immense partie détruits. Je pense que ça participe d'une logique de vouloir faire revenir des populations, mais aussi des entreprises, pourquoi pas, et une activité commerciale dans ces quartiers-là, pourquoi pas dans le but de s'en servir comme d'une protection humaine, un bouclier humain, mais aussi de redensifier un tissu urbain qui protégerait certains bastions. Et ensuite, comme vous l'avez dit, je pense que ça participe d'un positionnement politique. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, on peut pas le savoir encore, mais ça démontre d'une volonté de faire pression sur la transition politique, de se construire ou d'essayer de se construire une stature, et cette idée de négociateur ou de faiseur de paix, qu'il va falloir absolument prendre davantage en compte, encore une fois, dans les prochains mois et les derniers mois du mandat actuel de la transition politique en Haïti. On peut supposer que les leaders de groupes criminels deviennent encore plus actifs dans cette forme d'action politique, plus on va avancer vers la fin du mandat. Monsieur Gamezon, il nous reste quelques questions avant de conclure cette entrevue. On parlait de Jimmy Cherizier et de son appel aux riverains de regagner les quartiers jadis dans lesquels ils étaient terrorisés par les bandits de la coalition des Vivre Ensemble, des quartiers rasés, tout bonnement, par la fureur et des groupes criminels. Est-ce que le fait que Jimmy Cherizier aussi s'autorise à demander aux gens de revenir de ces quartiers et de manière démagogique et proclamer la paix de ces quartiers, est-ce que cela ne traduit pas également la faiblesse des autorités haïtiennes qui jusque-là n'ont jamais réagi pour dissuader ou pour se prononcer et par rapport avec ce nouveau développement? Ce qui est certain, c'est que comme vous l'avez dit, l'appel de Jimmy Cherizier aux populations à revenir dans les quartiers comme Solino, comme Nazon, comme Crisroy, où, comme vous l'avez dit, une grosse partie de ces quartiers sont rasés et détruits, où les habitants ne vont rien retrouver, ni leurs affaires, ni leurs maisons, joue sur cette ambiguïté entre un leader qui est responsable du départ et de l'exil et de la fuite de ces mêmes populations, qui maintenant les invite à revenir, ce qui place effectivement un peu dos au mur les autorités haïtiennes, ou en tout cas cherche à lui construire une stature d'homme négociateur, d'homme de paix, capable à la fois de conduire les gens à l'exil ou de les faire revenir selon son bon vouloir. Et c'est là qu'il y a une instrumentalisation effectivement très forte, y compris d'un point de vue de pure communication politique, si vous voulez, qui place les autorités face à leurs responsabilités, soit d'être capables d'assurer elles-mêmes le retour des populations dans ces quartiers, soit d'être capable de faire reculer les groupes criminels et d'apporter une solution aux populations qui vivaient dans ces quartiers, soit d'être capable de trouver une alternative, d'offrir une alternative à ces populations, le temps que ces quartiers soient non seulement repris, mais aussi vivables. On a du mal à penser que les populations, y compris celles qui ces derniers jours sont allées
retrouver ou essayer de retrouver leur maison, soient désireuses de s'installer sur un territoire qui est absolument rasé et qui est devenu presque invivable ou complètement invivable. C'est là que la pression est mise sur les autorités haïtiennes et encore une fois, je crois que cette pression va s'accentuer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On va revenir dans la résolution et il est prévu que cette nouvelle force aide la police nationale d'Haïti à lutter contre le trafic des armes et des munitions, mais en même temps, on ne fait pas mention des réseaux qui financent ces crimes organisés, qui financent les groupes criminels. Est-ce qu'il y a une faiblesse dans le texte à ce niveau? Est-ce que ça ne rendrait pas inefficace cette nouvelle mission? Absolument, vous avez tout à fait raison de le mentionner. Je pense sincèrement que la solution à la crise haïtienne ne pourra pas être uniquement sécuritaire. Il faut faire beaucoup plus dans la lutte contre la corruption, contre l'impunité, contre les réseaux qui soutiennent l'économie criminelle, qui soutiennent les gangs, qui soutiennent les trafics, notamment les trafics d'armes et de munitions. Et il faut absolument que la résolution prenne en compte, ou en tout cas fasse accompagner davantage tous les mécanismes qui existent aujourd'hui, qui existent parfois de façon un peu parallèle, sans beaucoup de communication entre eux, pour essayer de mettre à mal ces réseaux-là, que ce soit le régime de sanctions du même Conseil de sécurité par rapport à Haïti, l'embargo sur les armes qui existe, mais qui est pour le moment impossible ou quasiment impossible à faire respecter, mais aussi d'autres mécanismes qui sont mis en place aux États-Unis, les sanctions états-uniennes, les sanctions canadiennes, mais aussi les avancées judiciaires en Haïti, que ce soit l'instauration des deux pôles judiciaires spécialisés et de la lutte contre les réseaux de corruption. Il faut absolument que la coopération internationale puisse appuyer toutes ces initiatives de consorts, que ces initiatives soient réunies sous une même stratégie pour commencer à démanteler davantage les réseaux qui soutiennent les gangs et leur permettre de continuer à se développer. Monsieur Gamezon, merci beaucoup de votre disponibilité ce matin. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. C'était Romain Lecroux et Gamezon.